C'est quoi la Toscane à vélo en 1 minute? Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Et alors, ça vous donne envie de nous suivre dans ce merveilleux voyage en Toscane et Ombrie, réalisé de la mi-avril jusqu'au 21 mai 2026? Installez-vous confortablement. On part! Premièrement, pourquoi avons-nous choisi la Toscane? Ce projet a débuté tout près de chez nous, au Musée des Beaux-Arts de Québec, lors d'une exposition des œuvres de Niki de Saint-Phal dont nous raffolons. Quand nous avons appris qu'elle avait réalisé un magnifique jardin en Toscane pendant plus de 20 ans, Lucie proposa sur le champ d'y faire notre prochain voyage. Il n'en fallait pas plus pour que je cherche le soir même la localisation du fameux Giardino dei Tarocchi et des itinéraires cyclables en Toscane grâce au site beachitalia.org où je réalisais qu'il y avait une multitude de routes pour les cyclotouristes. En commençant par l'Eurovélo 5, ici en rouge, qui suit en fait la Via Francigena, un ancien chemin de pèlerinage jusqu'à Rome. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'Eurovélo 7, appelé la Route du Soleil, qui passe plus au centre de l'Italie. Et pour les amateurs de bord de mer, la Ciclovia Tirrenica, où j'apprenais toutefois que plusieurs sections étaient en bord de route avec un trafic intense. Et plusieurs autres chemins cyclables locaux. Wow! Trop, c'est comme pas assez! On s'est donc bien documenté pour identifier les villes et les attraits qui nous intéressaient, et notre voyage a utilisé le plus possible des sections de ces beaux itinéraires qu'on a reliés aux besoins par des routes tranquilles, ce qui a donné ceci. Un magnifique parcours totalisant 1020 km de vélo avec, attention, 11 300 mètres d'élévation, réalisé en 25 jours de vélo, plus 13 jours de visite. Et c'est le grand départ le 14 avril 2026 pour atterrir à Milan, que nous avions choisi parce qu'on y trouve des trains directs vers la Toscane et on avait bien envie de visiter la ville du design. À l'arrivée à l'aéroport, il fut d'une facilité déconcertante de prendre un bus avec nos bagages, dont nos valises rouges qui contiennent nos vélos pliables et le matériel de camping. Cool! Une fois dans notre chambre, face au terminal de bus et de la gare, on s'est empressé de monter nos vélos et de laisser nos valises vides dans la consigne de l'hôtel que nous reprendrons à la fin du voyage. Le lendemain, après une bonne nuit de récupération, on traverse à la gare centrale pour prendre un train direct vers Piombino. Encore une fois, merci à nos merveilleux vélos Helix que l'on plie en 2 minutes dans un sac afin de prendre n'importe quel train, même sans compartiment dédié au vélo. Enfin, nous voilà à la gare de Cambiglia Marittima, près de Piombino, d'où nous débutons notre première semaine de vélo en commençant par un tour de l'Isola d'Elba, en longeant ensuite la mer sur les chemins tranquilles jusqu'à Argentario et finalement vers le fameux Giardino dei Tarocchi. Après 45 années de cyclotourisme ensemble, nous sommes toujours fébriles et songeurs quand on contemple une nouvelle destination. Débuter ce voyage sur l'Isola d'Elba est plein de promesses. D'abord, une traversée nous procure toujours ce sentiment de croisière.
Ensuite, l'arrivée dans un lieu unique comme Portoferraio est mémorable, notamment pour avoir été le lieu d'exil de Napoléon Bonaparte en 1814 avant son spectaculaire retour en France. Toutefois, pour un cycliste, c'est la vue des sommets qui nous impressionne, parce que l'Isola d'Elba a bien la réputation d'être pentue. Mais il faut avouer que les efforts en valent 1000 fois la peine. Regardez-moi ça. On peut dire sans hésiter que cette première journée vers Pomonte fut exceptionnelle. Et vu l'absence de camping, on s'offre un appartement pas piqué des verres, couronné d'un délicieux repas au coucher de soleil. Buonanotte. Après avoir laissé Pomonte, nous savourons chaque seconde de ce paysage inoubliable pour un retour sans encombre jusqu'à Portoferraio, que nous quittons déjà vers le continent en se disant qu'on reviendra sûrement ici un jour. On accoste à Piombino juste à temps pour la passeggiata au son de ses musiciens. Qui sont en réalité des cyclo-musiciens. Ciao! Nous prendrons 2 jours pour se rendre à Argentario, en commençant par un magnifique parc longeant la mer. Mais gare aux sangliers si vous tenez à votre pique-nique. Et je ne me lasse pas de voir apparaître Lucie dans toutes sortes de beaux chemins. C'est définitivement un segment de la Cyclovia Tirrenica que nous conseillons, d'autant plus que nous y ferons de belles rencontres, de belles pauses à regarder les surfers et la découverte du camping sans souci où nous n'avons même pas besoin de monter la tente et pouvons nous rassasier sur place. En arrivant à la péninsule d'Argentario, nous sommes séduits par un joli camping à la Riserva della Feniglia où on s'installe pour 3 nuits afin de relaxer une journée dans ce décor estival tout en explorant Porto Ercole, un des plus beaux villages de la côte toscane. Et une autre journée à pédaler sans bagages sur une route panoramique offrant des vues extraordinaires sur la Méditerranée. L'Argentario était autrefois une île, mais au fil des siècles, les courants marins ont déposé du sable, créant 2 longues bandes de terre la reliant au continent. Nous décidons de faire un aller en montée jusqu'à l'extrémité ouest, avec un goûter en mi-journée et un retour fulgurant, tout en s'arrêtant pour un gelato à Porto Santo Stefano. Magnifique journée. Le lendemain matin, l'excitation est dans l'air pour le jour J, la raison de ce voyage, le Giardino dei Tarocchi. Quelle merveille! Niki de Saint-Phal nous en met plein la vue. Je pourrais facilement vous en montrer pendant 20 minutes, mais je ne voudrais pas gâcher votre plaisir de le découvrir par vous-même, un jour peut-être. Alors retenez que nous avons été emballés. C'est avec la tête encore pleine de couleurs que nous nous engageons dans notre seconde semaine en Toscane, en direction d'une autre région magnifique, l'Ombrie. On commence par grimper jusqu'à Montemerano, un sympathique village perché où on adore prendre le temps d'observer la vie des gens et de cet adorable Pitou. On poursuit ensuite vers Saturnia, une source d'eau chaude publique, où on finit par apprendre que l'abondance de baigneurs est anormalement grande, vu que c'est aujourd'hui la journée de la Libération. Et nous moulinerons vers la magnifique ville fortifiée de Petigliano,
où on trouve, en plein centre historique, un joli petit appartement, tout près d'une terrasse où nous finirons tranquillement cette superbe journée. Nous avons vite réalisé que pour survivre en Toscane, un réajustement de nos vieilles habitudes devenait nécessaire. Premier problème, privilégier la distance ou l'élévation. Depuis bien des années, nous avons l'habitude de faire autour de 60-70 km par jour, ce qui nous permet d'arriver tôt en après-midi, de visiter et de relaxer. Mais en Toscane, avec le relief surprenamment montagneux, on terminait la journée trop tard et trop fatigué. On a essayé la technique du raccourci, comme contourner une montagne par un sentier pédestre. Catastrophe! 3 heures pour faire 1,8 km. On a aussi essayé le raccourci par la forêt, plutôt que de se rallonger par la route. Encore une catastrophe! Clôtures, ruisseaux et cailloux étaient au rendez-vous. On a finalement opté pour un dénivelé maximum de 600 mètres par jour, quitte à ne faire que 40-45 km. Touché! Second problème, dormir en haut, dans un appartement au centre du village perché, ou en bas, dans un camping. Si on optait pour le camping en bas, une fois arrivé, on n'avait plus le goût de grimper pour ne profiter du village que quelques heures et redescendre en soirée. Donc, truc numéro 2, pour être dans l'ambiance des villages perchés avec musée, apéro, épicerie et restaurant, dormir en haut. Et avec ces réajustements, voici à quoi ressemblait notre journée typique idéale. 7h30, petit déjeuner rapide et frugal. 9h, on quitte notre appartement et grâce à nos vélos pliables, il était facile de les garder en sécurité dans notre chambre. On quitte le village à l'heure des livraisons en commençant par descendre, encore descendre et toujours descendre, jusqu'à ce qu'on rejoigne la jolie campagne vallonneuse. 10h30, petit déjeuner 2.0, soit un bon cappuccino avec généralement un cornetto. Le cornetto est la version italienne du croissant français, mais attention, ceux-ci sont fourrés de belles calories. Et encore une fois, on en profite pour contempler la petite vie italienne. « 11h, on dépense nos calories en se demandant quand est-ce qu'on fera de nouveau le plein. Ce qui ne tarde pas, parce qu'à 13h, c'est l'heure du pique-nique dans un endroit paradisiaque. C'est habituellement pendant cette pause qu'on cherche sur Booking.com un logis pour ce soir. Vers 14h, c'est de nouveau la montée vers ces villes sommitales qui sont parfois assez pentues, merci. À 15h, c'est le casse-tête à savoir quelle saveur de gelato choisir. À 15h30, prise de possession de notre appartement, suivi à 16h par des visites ou promenades dans ces villes charmantes. Mais à 17h30, c'est notre habitude culturelle préférée, l'apéro pour la passeggiata. La passeggiata, c'est une tradition italienne profondément ancrée dans la vie quotidienne. Le mot signifie tout simplement promenade, mais c'est l'occasion de se retrouver en amoureux, en famille ou entre amis. Et pour nous, de faire de belles rencontres. À 19h30 pour le repas du soir, soit qu'on trouve du prêt à manger en épicerie, ou qu'on se cuisine quelque chose de simple et savoureux, ou qu'on s'offre un repas au restaurant. Et on pensait au début que la tradition était de passer par toutes ces étapes de l'antipasti jusqu'au dolce. Mais on a compris qu'on pouvait choisir, combiner et changer l'ordre comme on veut. Par exemple, un primi de pâtes accompagné d'un contorno comme une salade, ou partager entre nous deux une escalope géante comme secondo,
et un riz milanais comme primi, ou encore plus souvent, se séparer une pizza avec une belle salade. Ah, que buena la cucina italiana! Finalement, vers 21h, c'est l'écriture du journal et la préparation du lendemain, avant un gros dodo bien mérité, à rêver de répéter une telle journée qui, somme toute, se résume à pédaler et manger. De retour sur notre itinéraire, nous étions à l'approche du Lago di Bolsena. Une descente panoramique nous y conduit, et juste pour faire exception à tout ce que je viens de raconter, on y trouve un superbe camping à seulement 5 minutes à pied de la vieille ville de Bolsena. On y découvre une ambiance médiévale séduisante, avec bien sûr une passeggiata et un bon repas avec coucher de soleil sur le lac. Notre entrée dans la région d'Umbria débute par de bien jolies routes tranquilles jusqu'à Orvieto, où nous avons eu 3 coups de cœur. Le premier pour un funiculaire nous permettant de loger au pied de la ville et de monter visiter sans sueur. Le second pour les impressionnantes mosaïques dorées de sa cathédrale qui lui donnent une beauté presque irréelle. Le troisième coup de cœur pour le puits de Saint-Patrice, un chef-d'œuvre d'ingéniosité par l'usage de 2 escaliers en spirale superposés, permettant aux ânes de descendre pour y puiser l'eau et de remonter sans jamais se croiser. Le lendemain, on suit la rivière Tibre via les magnifiques gorges du Forello, avant de s'offrir une belle montée de 300 mètres pour atteindre Todi. Alors que celle-ci nous charme par ses rues étroites et escarpées, il faut vraiment faire attention à chaque coin de rue. À la Piazza del Popolo, notre passeggiata quotidienne consistera à observer celle-ci se vider des autos des parents venus récupérer leur enfant à l'école et à faire une étude comparative entre le Spritz Aperol et le Spritz Curaçao. Dure la vie. Lors de la matinée suivante, on se dit que la campagne ombrienne est aussi jolie qu'en Toscane, mais beaucoup moins touristique. C'est ainsi qu'on peut apprécier des villages médiévaux envoûtants comme Bevagna, sans aucun touriste, et même dormir sur des ruines romaines. Mais je rêve! Une piste cyclable en campagne! Ce miracle est notre introduction à Assisi, où Saint-François serait sûrement surpris d'y voir une nouvelle génération d'influenceuses. Ces belles allées de cyprès nous mènent à notre ville préférée d'Ombrie, Perugia, malgré la plus épuisante montée jusqu'au plus haut point de la ville dans notre somptueux appartement. Puisqu'on ne réserve rien à l'avance et qu'on apprenait que le 1er mai est la fête du travail en Italie, nous n'avons pas eu le choix d'opter pour le dernier que personne n'avait osé prendre. Mais, considérant que le thermomètre fut exceptionnellement bas, nous avons savouré chaque minute de ce confort, avec en prime la vue plongeante sur la Piazza del 4 Novembre et sa Fontana Maggiore, notre endroit préféré pour l'apéro. Pérouse a vraiment plein à offrir, mais il ne faut pas manquer le tout nouveau musée du chocolat qui est définitivement au goût du jour. C'est ainsi que se termine notre traversée de l'Ombrie par un coucher au Lago di Chiusi, et même si le camping était plein à craquer, les gentils propriétaires nous ont trouvé une belle petite place. Pour notre 3e semaine, nous sommes de retour en Toscane, soit la ligne mauve de Lago di Chiusi à Empoli. Et il y a tellement à voir qu'on a fait autant de jours de vélo que de visites. Quand on rêvait à la Toscane, on s'attendait à ça. Mais en réalité, c'est plutôt ceci. Pas mal, n'est-ce pas? Quoiqu'il ne faut pas oublier la Strade Bianche, ces routes blanches en gravier réputées mondialement pour la course de cyclistes qui fut remportée 4 fois par Tadej Pogačar.
Il n'en fallait pas plus pour allumer la flamme de Lucie et lui donner le feu aux poudres. C'est avec cette poussée qu'on arrive triomphalement à Sienne, une ville extraordinaire, avec tellement de choses à voir que plusieurs cyclistes le choisissent comme camp de base pour des randonnées à la journée dans les environs. Nous y passons 3 nuits avec un appartement à la vue imprenable, d'une part pour les obligations comme le lavage et l'expérience de barbier authentiquement italienne, mais aussi pour visiter les must comme le Duomo, à la richesse démesurée, les musées et la Fortezza Medicea qui recevra bientôt le cirque, et nous sommes totalement impressionnés par un nouveau numéro de cirque inédit, l'entrée des camions. Notre coup de cœur va toutefois à la Piazza del Campo, où la Passeggiata nous en fera voir de toutes les couleurs, notamment la fête de fin d'année des bacheliers. En quittant Sienne, on emprunte la Via Francigena, ou l'Eurovélo 5, qui est surtout fréquentée par les randonneurs, mais aussi populaire chez les cyclotouristes. La chaussée est surtout faite de gravier, mais tout à fait confortable. San Gimignano, qu'on surnomme le Manhattan de Toscane à cause de ses tours, est un beau village, mais tellement touristique que cela nous a influencé pour notre séjour prévu à Florence, en italien Firenze, la ville la plus touristique de Toscane. On a donc opté pour 3 couchers à Empoli, une ville authentiquement italienne, et de là prendre un train pour Florence et un bus pour Vinci. Dès notre arrivée à notre appartement d'Empoli, sur la Piazza Farinata, nous sommes séduits. Nous y verrons un mariage, un marché aux puces animé, bref, exactement ce qui nous plaît. Le lendemain, c'est en train que nous rejoignons Florence et soyons honnêtes, Florence est magnifique, un musée à ciel ouvert où l'art, l'histoire et l'architecture se rencontrent à chaque coin de rue. Mais préparez-vous à un bain de foule partout, même au mois de mai par un jour de pluie, des files d'attente interminables, même avec un billet réservé pour une heure précise, et peu de quiétude pour observer les œuvres dont on rêvait. Somme toute, on a aimé cette journée, mais étions contents de retrouver le calme à Empoli. Le lendemain, la ville de Vinci était à moins de 30 minutes en bus. C'est depuis mon adolescence que Leonardo da Vinci est mon idole. Sachant qu'il avait passé la majeure partie de sa vie en Toscane et à Milan, ce voyage était pour moi comme un pèlerinage. En tout, on a visité 8 endroits où étaient exposées de ses œuvres ou inventions, dont 4 musées ici à Vinci. Quelle émotion ce fut d'aller sur la propriété où il est né, l'endroit même où son immersion dans la nature fut son inspiration pour beaucoup de ses inventions. Quelle satisfaction d'enfin voir des prototypes de toutes ces machines dont je n'avais vu que des dessins. N'est-ce pas impressionnant? Quel immense plaisir de voir réunis au même musée l'histoire derrière toutes ces peintures, ce qui nous fait mieux apprécier les originaux qu'on retrouve seulement dans les grands musées, comme par exemple le baptême du Christ dans la Galerie des Offices à Florence, une œuvre du maître Verrocchio qui avait demandé au jeune Leonardo de peindre l'ange en bas à gauche. La légende dit que cet ange était si beau et supérieur au reste du tableau que Verrocchio aurait décidé de ne plus jamais peindre. Quel prodige ce Leonardo! Finalement, c'est au couvent Santa Maria delle Grazie à Milan que nous avons adoré la scène. Leonardo avait pris 4 ans pour la réaliser en utilisant une technique expérimentale sur plâtre. La restauration impressionnante de ce chef-d'œuvre est toutefois le résultat de plus de 20 ans de travail minutieux par Madame Barcillon. Seule ombre au tableau, une visite d'1 heure coûte 100 € par personne et doit être réservée plusieurs semaines d'avance.
En conclusion et tant qu'à moi, ce voyage en valait la peine juste pour apprécier l'immense talent varié de ce génie. Les 4 prochaines journées sont de bien petites journées de vélo parce qu'on s'est gardé beaucoup de temps pour visiter Pisa, Lucca et le lago di Puccini. En quittant Empoli, on a la chance de suivre le fleuve Arno sur une belle piste cyclable jusqu'à Pisa. Bien sûr qu'il faut monter dans la tour pour tester notre équilibre, mais il est facile de quitter la horde de touristes sur le Mura di Pisa qui contourne la ville et procure des points de vue mémorables. Mais notre coup de cœur en Toscane ira pour Lucca, la ville fortifiée où on irait volontiers vivre. C'est ceinturé d'un mur avec piste cyclable et dont le centre est un mélange de piazza et de rues tranquilles. C'est ici qu'est né le célèbre compositeur d'opéra Puccini, dont vous connaissez sûrement cette pièce. Dieu que c'est beau! Puccini adorait faire du vélo et allait de Lucca jusqu'à sa résidence au bord d'un lac. Aujourd'hui, ce chemin est devenu la piste cyclable Puccini, dont les bancs ont un code QR qui pointe vers une liste de chansons sur Spotify et il est suggéré de l'écouter pendant votre promenade. Ça, c'est cool en tabarouette! Il ne faut que 30 km pour atteindre le fameux lac Massaciucoli, que tous appellent en fait le lac Puccini, et nous sommes tellement envoûtés par sa beauté qu'on décide d'y passer 2 nuits afin de bien visiter la maison où il a composité la majorité de ses opéras, mais aussi pour faire un tour du lac contemplatif sans nos bagages. Pour les derniers jours de ce voyage sniff, nous suivrons la côte jusqu'à Carrara et terminerons à La Spezia. Le bord de mer se fait sur une piste bien sécuritaire, mais entre une route passante et des commerces nous cachant souvent la vue. Disons qu'avec la pluie, ce fut un bain plutôt frisquet, quoique certaines œuvres ont réchauffé notre petit cœur. Il ne faut pas manquer Carrara, non seulement parce que c'est une jolie ville sympathique au pied des montagnes, mais surtout parce qu'elle est renommée pour être la capitale mondiale du marbre blanc. Alors qu'on aurait pu risquer de s'y rendre à vélo, c'est seulement avec une visite organisée qu'on peut pénétrer dans les impressionnantes carrières. Prenez le temps de comparer la dimension du tracteur par rapport à l'ensemble. Cosa sei? Ma specchio tu. C'est ici que Michel-Ange est venu choisir lui-même ses pièces pour ses œuvres, dont son fameux David. Dommage que le cyclotourisme ultraléger ne nous permette pas de rapporter des souvenirs. En faisant nos adieux à ces impressionnantes carrières, on se dit que la fin du voyage approche déjà et on savoure à plein cette dernière journée où nous reviendrons vers la Méditerranée en grimpant sur la Monti di San Lorenzo qui nous offre des points de vue de type carte postale. Ces images resteront bien ancrées dans nos souvenirs alors qu'on donne nos derniers coups de pédale. La cerise sur le sundae sera toutefois de prendre une journée pour marcher les resplendissantes Cinque Terre. Mais attention, vous risquez de ne pas être seul à prendre le train pour s'y rendre. Parlant de train, notre retour à Milan le lendemain sera plus calme et on appréciera une fois de plus la facilité que nous offrent nos vélos pliables de prendre n'importe quel wagon, tout en souriant de voir notre voisine y faire une nouvelle technique de yoga. Au revoir Toscane et Ombrie. Ainsi se termine une autre aventure inoubliable pour laquelle vos questions, commentaires et appréciations sont bienvenus.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre équipement, on vous invite sur notre site freewheels.ca dans la section équipement. Vous y trouverez la magie du cyclotourisme ultraléger qui traite de nos vélos, de l'ultraléger et de notre façon de s'alimenter. Ensuite, une liste détaillée de notre équipement et comment réussir à mettre vélo et matériel de camping dans une valise réglementaire. Aussi, pour en savoir plus sur la façon d'organiser un tel voyage, ne manquez pas les bons vieux trucs dans celui-ci. Sur ce, faites de merveilleux voyages. Ciao! Questa vita tu non l'hai vissuta.